Et nous allons à présent aborder les aspects juridiques et légaux et des questions soulevées par l'exercice IPA depuis 5 ans. Donc notre métier a un cadre réglementaire qui comporte parfois des zones floues. Ça, on l'a vu par notre exercice depuis 5 ans, des conditions d'exercice particulières. Et actuellement, nous vivons des évolutions juridiques. Et c'est vrai que notre exercice nous a amené à de nombreuses questions qui se posent dans notre métier qui est donc pionnier dans la pratique avancée en France. Et donc, nous accueillons le professeur Arnaud Lamy, donc, qui est maître de conférence HDR à Aix-Marseille Université, donc à la faculté de droit et de sciences politiques, et qui est directeur du Centre de droit de la santé. Et donc, c'est vrai que depuis, de nombreuses questions se posent à nous dans notre métier pionnier en pratique avancée, notamment concernant des aspects de la responsabilité, du droit des patients. Et nous avons fait appel à votre regard expert dans le domaine du droit de la santé pour nous apporter votre regard. Alors bonjour à tous, je vais peut-être me présenter un peu plus parce que vous comprendrez davantage les propos que je vais être amené à vous tenir. Alors je suis certes universitaire, mais j'ai une autre casquette. Je travaille également en cabinet d'avocat, je suis associé à un cabinet d'avocats. Je travaille également pour le ministère de la Santé et pour certaines agences nationales. Alors pas nécessairement sur les questions paramédicales, plutôt sur du droit de la santé au sens large et sur des questions liées au droit médical. Alors néanmoins, et c'est ce que j'ai coutume de dire, on est dans un domaine, dans un champ disciplinaire qui d'abord a un certain nombre de caractéristiques. Et la première caractéristique qui ne vous aura pas échappé, c'est que c'est un domaine qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et le droit, on peut le dire, peine souvent à être appréhendé. Et d'abord, peine à être appréhendé par les professionnels, par les acteurs du système de santé. Il y a plein d'exemples, hein. On peut en donner un certain nombre. D'abord, un droit qui est particulièrement mouvant, qui change tout le temps, quasiment quotidiennement. Je pourrais vous donner un certain nombre d'anecdotes, notamment au ministère, qui a eu l'occasion de publier des directives ou des circulaires sans savoir qu'elles étaient publiées, ce qui peut quelquefois donner lieu à des situations complètement schizophréniques en pratique. Alors, ce que je voulais commencer par vous dire d'abord, c'est que le droit, c'est compliqué et c'est pas toujours évident à appréhender. D'abord, le droit, et je le sais, c'est quelque chose auquel on est, nous, souvent confrontés en tant que juristes et notamment en tant qu'experts. La plupart des gens, et c'est normal, ça fait partie du lot commun, ont tendance, quand ils ont une difficulté juridique, à aller googliser le problème qu'ils rencontrent. Donc on googlise, on a quelques réponses et on se dit super, chic, on va bien s'en sortir, on va pouvoir border un certain nombre de choses. Évitez tout de suite ce genre de pratique parce que c'est le meilleur moyen d'être confronté à des difficultés. Alors pas forcément immédiatement, mais au moins a posteriori. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on le sait, souvent ça fait peur, le droit fait peur, et notamment une problématique qui fait peur et qui ne vous aura pas échappé, je suis sûr que c'est votre cas, c'est celle de la responsabilité. Et la responsabilité fait d'autant plus peur que vous êtes dans un métier qui est relativement jeune, je crois que vous l'avez suffisamment dit, que vous êtes confronté à de nouvelles compétences, et que forcément, qui dit nouvelles compétences, qui dit augmentation des compétences, dit augmentation de la responsabilité. C'est finalement tout à fait naturel et tout à fait logique. Néanmoins, ce n'est pas toujours facile à appréhender d'un point de vue pratique. Alors l'autre part d'ombre et l'autre difficulté qu'il y a à aborder les problématiques juridiques liées notamment aux IPA, c'est qu'on est dans un système qui est un système assez nouveau, et beaucoup de mécanismes juridiques qui vont être appliqués sont des mécanismes juridiques qui ont été pensés plutôt pour la communauté médicale et plutôt pour les médecins. Or, on sait que les fonctions ne sont pas tout à fait les mêmes, que les modes d'exercice ne sont pas du tout les mêmes, et que les pratiques, forcément, ne sont pas les mêmes, et que les rapports aux patients ne sont pas les mêmes. Néanmoins, la tendance, notamment de la jurisprudence, c'est-à-dire des juges, ceux qui vont appliquer le droit, est plutôt une tendance qui tend à considérer que, ce que je vous disais tout à l'heure, plus vous allez avoir de responsabilités, plus le patient va vous demander des comptes, et plus vous allez être débiteur d'un certain nombre d'obligations vis-à-vis de ce patient. Et le juge, qui connaît
très mal les professions paramédicales, encore moins bien les IPA, va avoir une tendance assez naturelle à regarder ce qui se fait par ailleurs. Et ce qui se fait par ailleurs, vous l'avez compris, c'est ce qui se fait en matière médicale. Ce qui rend mon propos un peu complexe, mais aussi prospectif, parce que pour un certain nombre de points, vous le verrez, on n'a pas de réponse. Et c'est ce qui va m'amener à répondre finalement aux questions qui m'ont été posées, ou en tout cas aux réflexions qui m'ont été posées, puisque vous le voyez, j'ai eu une commande. Aujourd'hui, j'interviens sur commande, et on m'a demandé d'aborder essentiellement 2 points. Premier point, le droit des patients. Et deuxième point, la responsabilité. Alors les juristes adorent les plantes de partie, vous le verrez. Donc je suis assez rassuré par cette présentation. Droit des patients et responsabilité. Alors droit des patients, ça sera l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses que vous savez, mais aussi sur quelques points peut-être qui se sont posés de manière tout à fait récente, et je pense notamment à quelques points clivants en ce moment, la question des directives anticipées, qui a donné lieu à 3 ou 4 décisions de justice assez remarquables et qui peuvent vous intéresser au premier chef. Alors je ferai une présentation un peu générale, je reviendrai sur des notions, sur la manière dont le droit considère ces notions, et vous allez voir que ce n'est pas toujours en raccord avec ce que vous avez, vous, l'habitude de considérer et ce à quoi vous êtes confrontés. Parce que bien évidemment, il y a les textes, il y a l'application jurisprudentielle, donc l'application des décisions de justice, et puis il y a la vraie vie. J'ai entendu ce terme d'ailleurs à 3-4 reprises tout à l'heure, la vraie vie. Eh bien oui, le juriste ou le juge n'est pas confronté à la vraie vie. La situation d'urgence que vous rencontrez et celle que perçoit le juge n'est pas du tout la même. Mais pourtant, il faut fixer un cadre. Et il faut fixer des règles communes. Et je vais vous faire de la peine, j'en suis profondément désolé, ce n'est pas le sens de mon propos, mais on va commencer peut-être par les choses qui fâchent, et après je vous rassurerai un peu, ne vous inquiétez pas. On va commencer peut-être par les points qui fâchent. Le juge a une forte tendance à aller dans le sens du patient, même si le patient a tort, même si le patient est de mauvaise foi. L'idée des juges, c'est d'essayer d'indemniser, coûte que coûte, et quasiment à tout prix, le patient, face à un médecin, face à des professionnels de santé. Donc ce qui veut dire qu'il y a des cas qui sont de moins en moins nombreux, mais qui existent, dans lesquels, et d'ailleurs il existe des mécanismes de responsabilité dits sans faute, alors qu'il n'y a pas de fautes qui ont été commises, eh bien on va quand même dire, il n'y a pas de faute, mais le pauvre patient, lui, il a des soucis de santé, et puis après tout, il y a des assurances, et puis après tout, le professionnel de santé, c'est pas trop grave, on va indemniser le patient. Un autre point que je voudrais aborder, qui là répond au vécu et à mon expérience de juriste, quand il y a un dommage qui est causé, ou quand il y a un patient qui n'est pas satisfait d'une prise en charge, ce que va demander le patient, et ça je vous le garantis, c'est du vécu, il va demander une condamnation de la personne qui l'a prise en charge. Mais quand il va voir son avocat, le patient dit « Moi je veux que mon médecin, je veux que la personne qui m'a prise en charge aille en prison. » Parce que vous comprenez, j'ai un dommage, je veux qu'elle aille en prison. Premier réflexe de l'avocat, c'est de lui dire, dans la vraie vie, ça n'existe pas. On ne met pas les gens en prison parce qu'ils ont commis une faute, ou parce qu'il y a une négligence, ou parce que peut-être ils ne vous ont pas suffisamment expliqué les choses. Ça, c'est pas possible. Et donc, il y a un gros travail aussi qui est à faire au niveau des patients, au niveau des droits des patients, qui est fait par les associations, qui est plutôt bien fait, mais il y a quand même une grosse méconnaissance du système, qui implique là aussi souvent du dialogue, de l'échange, et on s'aperçoit, alors ça se fait de plus en plus et c'est une très bonne chose, que quelquefois c'est faute de dialogue qu'il y a des conflits, qu'il y a des contentieux. Donc ça aussi c'est un point qui est très important, on le sait, vous manquez de temps, tout le monde manque de temps, c'est pas toujours évident, et puis on est aussi face à des attentes des gens qui sont de plus en plus complexes, à l'image des attentes des gens dans la société en général, on le voit. Finalement, vous êtes victime des maux de la société, on peut le dire comme ça, et bien ça, c'est susceptible d'avoir des répercussions sur le droit. Je commence donc par le droit des patients. Alors, je ne pouvais pas m'adresser à vous sans citer Hippocrate, forcément. C'était une chose qui était assez évidente, et notamment un traité d'Hippocrate que vous connaissez tous,
le traité de la bienséance. Hippocrate explique comment il faut prendre en charge le patient et la manière dont le médecin, notamment, on ne parle pas encore de paramédicaux à l'époque, à l'Antiquité, mais la manière dont on doit considérer le rapport entre le médecin et le patient. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, vous le voyez. On fera toute chose avec calme, avec adresse, jusque-là, très bien, champagne, cachant au malade pendant qu'on agit la plupart des choses. Ça, Hippocrate, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Donc ne suivez pas Hippocrate, en tout cas sur ce point-là. C'est vraiment une chose à bannir. Néanmoins, ça révèle un certain état d'esprit. Un certain état d'esprit qui a prévalu jusqu'à une période récente et qui continue encore à prévaloir dans l'esprit de certains. Et d'ailleurs, le juge n'aime pas du tout ça. Donc si c'est votre état d'esprit, mais je ne le pense pas, évitez de l'appliquer. Deuxième citation, celle-là je l'aime bien, de Guy Chauliac, qui était chirurgien. La personne malade doit obéir au médecin comme un serf à son seigneur. Toujours plus. Bien évidemment, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Vous le voyez, ça remonte à des temps immémoriaux. Mais peut-être que certains se croient encore au Moyen-Âge. Il était donc bon de commencer par ces deux grandes idées. Les choses ont changé et elles ont changé progressivement. Alors, je vous rassure, je ne ferai pas un panorama exhaustif de la législation et de la réglementation, je ne peux pas. Mais j'ai choisi quelques textes qui se caractérisent, par leur prise en compte du patient, ou en tout cas, par une considération particulière vis-à-vis du patient. On vous présente souvent les choses, et c'est peut-être de la manière dont on vous les a présentées, dont vous les enseignez dans vos différents parcours. On a le sentiment que les droits du patient, les droits des malades sont apparus à l'aune de la loi du 4 mars 2002. On la connaît tous, à peu près, on a tous entendu parler. C'est complètement faux. Les droits du patient ont existé bien avant, heureusement, mais il est vrai que la loi du 4 mars 2002 a permis de franchir un cap, et vous le verrez, un vrai cap. Alors, première loi, loi de 1838 qui est assez intéressante, qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui les hôpitaux psychiatriques et qui oblige notamment tous les départements à avoir un établissement psychiatrique avec un certain nombre de droits qui sont déjà assignés aux malades. Bien sûr, on parle de malades aliénés à l'époque, donc vous imaginez bien que les droits de ces personnes-là, c'est quand même à relativiser. Bon, néanmoins, on y arrive progressivement. Alors vous avez la loi de 1851 sur les malades et incurables indigents qui commence à créer une espèce de droit aux soins. On a les premières circulaires qui vont fixer des règlements intérieurs dans les établissements de santé et notamment des conditions de bon accueil des malades. Ça aussi, c'est assez intéressant. On a une circulaire que vous voyez peut-être pas. Alors celle-là, elle est collector. C'est pour ça que j'ai voulu la citer. C'est une circulaire qui émane du directeur général de l'AP-HP. Donc vous le voyez, en 1937. Cette circulaire, elle interdit de tutoyer les malades. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de professionnels de santé à l'époque tutoyaient les malades. Et on considère que ça, c'est une atteinte aux droits des patients. On ne respecte pas suffisamment une personne quand on la tutoie. Et donc on interdit, par cet intermédiaire-là, à tout personnel des établissements de la PHP de tutoyer les malades. Donc voilà un petit peu comment on considère les droits des patients initialement. Alors ces droits des patients, on les considère de cette sorte de manière un peu progressive. On commence à avoir conscience quand même qu'il y a eu une humanité derrière un patient. Et donc on commence à créer des règles. Mais on peut le dire, la bascule, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. Procès de Nuremberg notamment, on a tous entendu parler, qui va mettre en avant la question de l'homme, la question des droits de l'homme. Et ça va avoir une répercussion sur le patient, bien évidemment. Alors, plusieurs textes fondateurs. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, convention très intéressante puisqu'elle donne droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Vous voyez, on commence à vraiment parler de la santé des gens, et notamment des droits qui s'y rattachent. Autrement dit, question du droit de l'accès aux soins, question de la possibilité de refuser des patients ou pas, lorsqu'on ne peut pas le faire. Alors cette convention, elle est très belle. Elle est magnifique, mais elle a un gros écueil. Et vous allez de suite voir ce que c'est. C'est qu'on n'est pas obligé de l'appliquer. Elle n'est pas opposable.
Alors ça fait partie des grosses limites, notamment du droit international. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. C'est que si vous allez voir le juge en lui disant « Mais vous voyez, ce professionnel de santé, cet établissement ne respecte pas la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 », le juge va vous dire « Ah ben oui, mais c'est sûr, je suis d'accord avec vous, mais je ne peux rien faire, parce que c'est tellement large que moi, je ne peux pas l'appliquer. » Donc, le juriste dit « Ce n'est pas opposable. Ce n'est pas opposable ni aux États, ni aux professionnels de santé. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas bien. » Vous voyez, je donne des bons points et des mauvais points depuis tout à l'heure. La constitution de l'OMS de 1946, qui elle aussi est très à cheval sur les droits des patients, notamment on parle de droits fondamentaux de tout être humain. On a vu pendant l'épidémie de Covid la légitimité de l'OMS. On a vu notamment l'ex-futur président des États-Unis, Donald Trump, qui par l'intermédiaire de ses tweets ravageurs, vous vous en souvenez tous, avait fait reculer l'OMS, notamment l'OMS qui s'était permise de critiquer la politique américaine de gestion du Covid, et Donald Trump qui avait dit « Mais moi, l'OMS, puisque c'est ça, pas de problème, on arrête tout financement, puisque l'OMS est en grande partie financée par les États-Unis. » Et donc l'OMS qui avait dû faire machine arrière en disant « Non, finalement, après réflexion, c'est vrai que ce que vous faites, c'est pas si mal que ça. » Donc on voit que l'OMS, on l'a vu en pleine épidémie de Covid, mais c'était assez emblématique, là aussi, inopposable. Donc, aïe, 2 premiers textes que je vous présente comme des textes fondamentaux inopposables. Autre texte que vous connaissez peut-être, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Alors celle-là, vous la connaissez, cette convention, vous la connaissez, mais peut-être sans le savoir. Vous la connaissez à travers une affaire emblématique, une affaire récente. Est-ce qu'il y a un courageux qui va tenter sa chance? Est-ce que quelqu'un va oser se lancer? Affaire assez récente. Ah, je l'ai entendu. L'affaire Lambert, exactement. L'affaire Lambert, je vous rappelle, alors je ne vais pas vous rappeler l'affaire Lambert, c'est trop long, et puis on en a trop parlé. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme est venue notamment expliquer, la Cour qui applique cette convention, est venue notamment expliquer ce qu'était un traitement déraisonnable. Donc vous le voyez, là en matière de droits des patients, on est en plein dedans. Alors cette convention, je vous le dis, tous les avocats la craignent, parce qu'elle fixe des règles notamment en matière de procès, en matière de droit, qui sont des règles extrêmement contraignantes, qui viennent s'imposer aux États. Elle permet de sanctionner les États pour non-respect des règles de la Convention. Et l'État français est notamment souvent sanctionné pour non-respect des droits des patients, par exemple en prison, pour non-respect du droit à la vie. Vous le voyez, donc c'est une convention qui est très importante et qui permet de faire modifier les choses. Et puis on a diverses chartes. J'évoque la charte sociale européenne, par exemple. Je ne pouvais pas faire autrement que ne pas regarder vers l'avenir, la loi du 4 mars 2002 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après vous avoir fait un petit topo historique, alors je vais rajouter quelques points qui concernent notamment le droit français. Je vous ai parlé du droit international. Le droit français, vous le voyez, consacre lui aussi un certain nombre de règles, et notamment dans des textes fondamentaux. Alors le texte le plus fondamental en droit, c'est la Constitution. En tout cas en France, on aime vraiment beaucoup notre Constitution. En fait, nos constitutions, parce qu'elles ont toutes la même valeur. Et il y a notamment un texte que les juristes adorent citer, mais vous allez voir, c'est comme en mariage, pour le meilleur et pour le pire. C'est l'alinéa 11 de la Constitution de 1946 qui parle de droit à la protection de la santé. Vous le connaissez, celui-là, vous en avez peut-être entendu parler. Toute personne a droit à la protection de sa santé. Alors ça, c'est très bien. Mais la protection de la santé, c'est quoi? C'est tout et son contraire. C'est tout et son contraire, et je vais vous donner quelques exemples. Alors, premier exemple, vous le savez, quand on a augmenté le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants, il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, on l'a fait au nom du droit à la protection de la santé. Le gouvernement l'a fait au nom du droit à la protection de la santé pour protéger la santé publique et la collectivité. Eh bien, on a des associations de parents qui étaient opposées à cette loi et qui ont décidé d'attaquer cette loi parce qu'ils estimaient que le droit à la protection de la santé, c'est le droit de choisir pour sa santé. Et que donc, eh bien, le gouvernement, finalement, avait contourné ce droit à la protection de la santé.
Et c'est le principe du droit. Le principe du droit, c'est que tout est discutable. Et ça rejoindra, vous le verrez, les propos que je vous tiendrai tout à l'heure. On peut aller dans un sens ou dans un autre sens. Donc ce droit à la protection de la santé est garanti par la Constitution. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, qui voit hier consacrer le principe de dignité de la personne humaine dans une décision célèbre de 1994. Alors on a aussi les juges, deux juridictions en France, la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui ont eu un rôle extrêmement important en matière de droit des malades. Je vous ai donné quelques exemples, mais en fait, ils sont extrêmement nombreux. Pour faire simple, la Cour de cassation, elle va essentiellement avoir pour mission, en matière de droit, d'établir des règles, d'appliquer des règles de droit en matière d'exercice libéral, d'exercice privé, ou quand vous êtes dans des institutions privées, des cliniques. Tout ça, c'est la Cour de cassation qui va établir les règles. En revanche, quand vous êtes dans des établissements publics, les hôpitaux, dans toute leur grande diversité sur notre territoire, c'est le Conseil d'État qui va être compétent. Et là, vous vous dites, aïe, 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 déjà pas bon, mauvais, il commence à nous embêter, celui-là. Forcément, on applique les mêmes règles, mais ce sont des personnes différentes qui les appliquent. Donc ça a une grosse conséquence, c'est qu'en fonction que vous exerciez en libéral ou dans un établissement privé, eh bien, ce ne seront pas exactement les mêmes interprétations du droit qui s'appliqueront que lorsque vous exercez dans un établissement public de santé. Et là, vous sentez la patate chaude arriver, sinon c'est trop simple. Donc je passe assez rapidement sur ce point-là. Et cette loi du 4 mars 2002, et on est en plein dedans, ça y est, on y arrive, elle crée finalement deux sortes de droits pour les patients. Elle crée des droits individuels, mais elle crée aussi des droits collectifs. Or, les droits individuels, vous y êtes confrontés quotidiennement, et d'ailleurs, les patients les revendiquent ouvertement. Le droit à la dignité, le respect de la vie privée, du secret médical, on en parlera tout à l'heure, puisque ça fait partie des premières questions qui m'ont été posées, mais je suis persuadé que vous en aurez d'autres. La prohibition des discriminations, des relations avec les proches, le choix d'une personne de confiance, bref, le droit des mineurs, tout ça rentre dans la catégorie des droits individuels. Alors là aussi, il faut faire très attention, parce que ces droits individuels, on va les aborder de manière très différente en fonction que l'on soit dans le service public ou pas. Vous avez une question que vous connaissez tous, c'est la question de la prise en charge au regard des particularités confessionnelles, par exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire quand un patient arrive et nous dit « Non, moi je ne veux pas une prise de sang parce que je suis témoin de Jéhovah ». De grosses évolutions jurisprudentielles qui sont apparues ces dernières semaines sur le sujet. Qu'est-ce qu'on doit faire quand une patiente arrive et dit « Non, moi je vais être pris en charge que par un praticien homme parce que ma religion m'empêche que par une praticienne femme, pardon, parce que ma religion m'empêche d'être pris en charge par un praticien homme. » On fait quoi? Est-ce qu'on doit faire droit à cette demande des patients? Est-ce que si on refuse, eh bien, on porte atteinte à ces droits individuels? Ou bien est-ce qu'au contraire, si on refuse, le juge va dire non, il ne faut pas exagérer non plus, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Là encore, ça dépend de la nature de la prise en charge. Si vous êtes dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans le secteur public, ce sont les lois du service public qui s'appliquent, et donc vous êtes protégé par ces grandes lois, et notamment par le principe de laïcité. Si c'est dans le privé, eh bien, beaucoup moins, parce qu'on va considérer que vous avez un contrat avec la patiente. Et puis les droits collectifs, on en a parlé tout à l'heure, c'est notamment tout ce qui va être lié à la représentation par des associations. Alors, d'un point de vue juridique, ça se traduit aujourd'hui par les recours collectifs. Vous en avez beaucoup entendu parler, prothèse PIP, et tout ce qui va avec. Alors, les droits du patient, on peut en citer quelques-uns. J'ai fait un petit inventaire à la Prévert, l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état, ce qui mécaniquement pose la question de la fermeture des urgences et de l'accès aux soins au sens large. Droit au respect de la dignité des personnes, la non-discrimination, on en a parlé, la vie privée et le secret des informations la concernant. Aïe, sujet très sensible en ce moment. Que doit-on dire au patient? Doit-on tout lui dire? Peut-on lui cacher des informations? Et entre professionnels de santé, peut-on diffuser entre nous, au sein d'une même équipe médicale, toutes les informations que nous possédons sur le patient? Vaste sujet. Alors je vois des gens qui sont, à mon avis, un peu juristes sur les bords parce qu'ils me disent non. Donc premier réflexe, ils se protègent.
Et en fait, c'est pas si simple que ça. C'était non jusqu'à récemment, c'est un peu moins non aujourd'hui. Mais non, je peux pas vous donner des réponses aussi certaines, sinon c'est pas rigolo. Je servirai à rien. Droit à recevoir des soins appropriés, voilà, soulager les souffrances, libre choix de son praticien et de son établissement de santé. Là encore, pas si évident que ça. Alors le consentement, j'ai choisi d'aborder essentiellement la question du consentement parce que c'est quelque chose qui m'a été posé, c'est une question qui m'a été posée. Au regard de tous ces droits, vous l'avez vu, hein, il faut faire des choix. Et comme tout choix, ils sont forcément mauvais parce que je fais forcément des déçus. Néanmoins, je vais parler de la question du consentement et de la prise en charge parce que d'abord, on m'a posé la question et deuxièmement, parce qu'il y a une actualité qui est extrêmement intéressante. Alors, que nous dit la loi ? La loi, vous le voyez, hein, c'est l'article L1111-4 du Code de la santé publique qui dispose qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Super. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a la lettre du texte, mais c'est quoi d'abord un consentement éclairé ? À partir de quel moment est-ce que le consentement est suffisamment éclairé ? Et puis à partir de quel moment est-ce qu'on va considérer notamment que la personne est informée suffisamment tôt pour pouvoir donner un consentement éclairé ? Alors là, j'ai envie de vous dire que y a des règles, mais il y a aussi des juridictions, je vous en parlais tout à l'heure, qui ont quand même fait beaucoup pour les patients. Alors la règle d'abord, c'est bien évidemment que quand, pour toute prise en charge, hein, quelle qu'elle soit, à n'importe quel niveau que ce soit, on doit informer le patient des éventuelles complications. Alors on doit l'informer, mais on doit l'informer de manière vraiment très détaillée. Et on ne doit surtout pas minimiser. Attention, vous pouvez perdre l'œil, mais c'est possible. Alors ça arrive quasiment jamais, mais c'est possible. Et il faut vraiment parler de tout. Idéalement, il faut lui faire signer des papiers. Là, c'est le juriste qui parle. Et puis, attention, il faut qu'il ait un délai de réflexion suffisant, mais pas non plus trop long. Alors, je vais vous parler d'une affaire. Une affaire qui a beaucoup angoissé les assureurs. Parce que forcément, ce sont les assureurs qui payent dans 99% des cas. On avait un patient qui devait subir une opération, qui a donc rencontré le médecin qui devait l'opérer et l'ensemble de l'équipe médicale. On l'informe de tous les risques possibles et imaginables, même les inimaginables, pour bien coller à la demande du texte. Et là, ce patient prend peur et dit « Ah non, finalement, non, j'y vais pas, c'est trop risqué. » Bon, on lui dit « Écoutez, vous savez, on est obligé de vous prévenir, mais il vaut quand même mieux vous opérer. » « Non, j'y vais pas. » Bon, ok. Plusieurs mois passent, et puis le patient revient à la raison, et puis plusieurs mois après, il dit « Finalement, c'est bon. Je suis d'accord, je vais me faire opérer. » Il se fait opérer, il n'y a plus de discussion avec la communauté médicale. Il se fait opérer, et là, malheureusement, l'opération se passe mal, et le patient en question a des dommages. Que fait le patient ? Il va voir un avocat, il dit « Mais c'est pas normal, on ne m'a pas suffisamment informé. » Bon, l'avocat dit « Pas de problème, mon travail, c'est de gagner de l'argent en défendant votre cause. Donc, bien évidemment, on va faire une action en justice. Il n'y a pas de souci. » Alors là, quand on va voir les principaux intéressés, on dit « Mais vous êtes fous, il y a quelques mois, on vous a bien informé. » Et l'avocat dit « Oui, mais vous auriez dû le réinformer. Il fallait le réinformer totalement. » Ah oui, mais quand même, non, il fallait le réinformer totalement. C'est la lettre de l'article L1111-4. On va devant le juge. Et là, les gens normalement constitués disent « Le juge va quand même donner raison aux médecins et à la communauté médicale qui ont plutôt très bien informé le patient. Et c'est le patient, après tout. D'ailleurs, quand il a pris la première décision, c'est parce qu'il était informé. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu la première opération. Donc, il était bien informé. » Et le juge dit « Oh ben non, il n'était pas suffisamment informé parce que, en fait, c'est vrai qu'il était informé une première fois, mais il fallait le réinformer une deuxième fois. Parce qu'en plus, c'était un patient peureux. Donc, vous auriez dû l'accompagner dans sa peur. » Et donc, finalement, pour que le principe du consentement soit pleinement respecté, vous savez, c'est comme les enfants, il faut leur lire l'histoire le soir, leur faire des petits bisous et leur dire bonne nuit. Et bien là, c'était à peu près pareil. C'est ce qu'on a reproché aux médecins et à la communauté médicale. Et donc, l'assureur a dû payer. Et les assureurs ont été pris de panique et ont dit mais c'est pas tenable, hein, parce que si on en arrive là, à ces extrêmes-là, nous, on va plus pouvoir assurer les gens. Donc, il y a eu de nouveaux textes réglementaires qui sont apparus
Mais là encore, les juges peuvent parfaitement les contourner. Alors se pose la question, sur cette question du consentement, se pose également la question, alors j'en parle parce que c'est une question qui excite beaucoup les juristes, on s'amuse comme on peut, j'en suis désolé, qui excite beaucoup les juristes, c'est la question des directives anticipées. Alors, pourquoi la question des directives anticipées ? Vous le savez, la loi a beaucoup évolué sur ce sujet-là, notamment depuis l'affaire que vous avez citée de manière unanime tout à l'heure, l'affaire Vincent Lambert. Ces directives anticipées, nous dit l'article L1111 du Code de la santé publique, s'imposent aux médecins. Et on a eu beaucoup d'affaires récemment dans lesquelles on a fait encore plus mieux que dans l'affaire Vincent Lambert, c'est-à-dire que nous avions des directives anticipées, des gens qui disaient coûte que coûte, je veux rester en vie, et des médecins qui disaient oui, mais c'est pas raisonnable. Vu l'état de santé du patient, ce n'est pas raisonnable. Et donc, il faut plutôt accompagner cette personne vers un autre destin que celle qu'elle avait notée dans ses directives anticipées. Et là, les personnes de confiance, la famille, disent « Ah mais non, il y a des directives anticipées, il a écrit noir sur blanc, vous devez le maintenir en vie coûte que coûte. » C'est son consentement, c'est son choix, les droits du patient. Et on est donc arrivé à une solution que vous avez comprise, qui est celle du contentieux. Alors d'abord, premier acte, première question, ça a été de savoir si ces directives anticipées étaient conformes à la Constitution. Parce que c'est la loi, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais bref, est-ce que finalement ces directives anticipées, elles respectent l'esprit de la Constitution ? Autrement dit, est-ce que ça va dans le sens de nos textes fondamentaux, et notamment du droit à la protection à la vie, par exemple ? Le Conseil constitutionnel a dit oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, et notamment, et constitutionnel le fait qu'une équipe médicale puisse décider de contourner, si elle le justifie, des directives anticipées. Alors les patients n'ont pas du tout été contents. Il y a eu de nombreuses affaires, et notamment une affaire qui a eu lieu le 12 janvier 2023, un référé. Un référé, c'est une procédure d'urgence. En général, quand on en arrive à ce genre de situation, on saisit le juge très très vite, et donc c'est pour ça qu'on fait un référé. Et le Conseil d'État a dit qu'en effet, les médecins avaient la possibilité de contourner des directives anticipées lorsqu'elles sont déraisonnables. Ce qui ne préjuge pas du reste, puisque dans quasiment le même temps, le même temps d'idée, on a eu une affaire qui concernait les témoins de Jéhovah. Alors celle-là aussi, je vais vous la raconter assez rapidement. Alors elle s'est déroulée à Bordeaux, dans un établissement public de santé. Une personne qui donc a eu un accident de voiture, qui se retrouve à l'hôpital, cette personne se fait transfuser. Jusque-là, ok, c'était médicalement pas rien à dire. Elle se réveille, besoin d'une seconde transfusion, et elle dit non, surtout, ne me transfusez pas. Je veux pas, je préfère mourir plutôt que d'être transfusée. On m'a déjà transfusé une première fois, je voulais pas, donc ne me transfusez pas. L'équipe médicale qui dit non, il y a urgence, on va la transfuser. On la transfuse, donc finalement elle est transfusée. Et puis, il faut la transfuser une troisième fois. Et la troisième fois, la patiente réitère son refus en disant non, je préfère mourir plutôt que d'être transfusée. Et l'équipe médicale qui se fonde sur une tradition du juge qui dit non, quand même, la vie, ça doit primer sur d'autres considérations. Donc oui, quand il y a urgence, vous pouvez transfuser. Et cette patiente dit non, je ne veux pas être transfusée, je préfère mourir. Finalement, elle est transfusée et forcément, quand elle va mieux, premier réflexe, on va voir qui ? L'avocat. Et que dit l'avocat ? Pas de problème, vous me donnez un chèque et j'attaque en justice l'hôpital. Et donc, l'hôpital a été poursuivi et l'hôpital a été condamné. L'hôpital a été condamné parce que le juge a estimé en tout cas que les médecins auraient dû, tant pis, laisser mourir la patiente et que l'équipe médicale a fait une fausse interprétation en décidant de transfuser la patiente contre son consentement. Donc vous voyez qu'il y a quand même un caractère schizophrénique, je vous l'ai dit, les juristes sont un peu fous, mais rassurez-vous, je ne rentre pas dans cette catégorie-là, je suis l'exception qui confirme la règle. Oui. Juste un truc, parce que ce que vous dites est très intéressant, mais je crois qu'il y a une subtilité dans cette jurisprudence, c'est qu'en fait, la première transfusion a été autorisée par le juge, ils ont dit c'est normal, on lui a sauvé la vie, oui. Je crois que c'est la troisième. C'est la troisième. En fait, elle était dans un état où elle pouvait vraiment consciemment dire qu'elle ne voulait pas, alors que pour les deux premières, elle n'était pas en état de se décider toute seule.
c'est hyper important de préciser ça aux soignants qui sont à la salle. Alors, oui et non. Alors en fait, oui et non. Alors, si vous voulez, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de cette affaire. Oui et non. Parce qu'en fait, sur la troisième, alors vous avez raison, hein, sur le troisième acte, il y a eu une bataille d'experts. Les experts ne sont pas du tout d'accord. Alors, c'est une affaire qui a été jugée devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Je ne voulais pas rentrer dans ce détail technique, mais je le fais parce que vous avez raison, hein, ça le mérite. Finalement, tout le débat est de savoir est-ce que la patiente était vraiment consciente au moment où elle exprimait, ce qui rejoint la question du consentement qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a un débat d'experts et comme toujours, les experts ne sont pas d'accord entre eux. Et donc la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé de donner raison à la patiente pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, essentiellement pour des questions indemnitaires d'ailleurs. Et il y a un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État qui est pendant. Donc la solution que je vous donne n'est pas une solution définitive. Néanmoins, les retours que j'ai du Conseil d'État, retours en off, mais j'en parle parce qu'on est en famille, sont des retours quelque peu hésitants. Les juges ne sont pas tout à fait d'accord et certains juges, certains magistrats, vraisemblablement ça fera l'objet d'une décision d'assemblée plénière, certains magistrats seraient plutôt enclins à donner raison à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, essentiellement sur le fondement de raisons indemnitaires. Donc on dépasserait un petit peu ce cadre du consentement. La question du consentement serait plutôt secondaire et ce serait vraiment la logique d'indemnisation qui finirait par l'emporter. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, cette question, ce qu'on vient de dire nous amène donc à la question qui m'a été posée, un patient peut-il refuser une prise en charge par un IPA ? Alors, vous allez voir, hein, c'est oui et non, sinon c'est pas rigolo. D'abord, si on regarde ce que nous dit la loi, c'est l'article L1110-8 qui nous dit que tout malade a un droit au libre choix de son praticien et de son établissement de santé. Donc jusque-là, on peut refuser prise en charge par un IPA. Ok, si on en reste au texte de loi. Mais ce texte de loi doit être appréhendé au regard de la jurisprudence. Vous avez compris. Sinon, c'est pas rigolo. Et la jurisprudence nous dit deux choses. Elle nous dit, premièrement, si vous êtes dans le cadre d'une relation libérale, si vous êtes dans une relation avec un établissement de santé privé, existe entre le patient et le professionnel ou l'établissement un contrat. C'est un contrat. Donc, le patient est libre de choisir ou pas qui va le prendre en charge. Puisque c'est un contrat. Comme vous, quand vous allez passer un contrat, quand vous allez louer une maison, vous êtes libre de choisir la maison que vous allez louer ou celle que vous ne louerez pas. Ça, c'est un arrêt qui est un arrêt ancien de 1936, l'arrêt Mercier, que connaissent bien les juristes et qui est toujours applicable aujourd'hui. En revanche, lorsque c'est dans un établissement public, le patient, lorsqu'on est dans un établissement public, le patient, et c'est le juge qui le dit, dans une situation légale et réglementaire, et je vais vous expliquer ce que c'est, et il ne peut pas choisir son médecin, ni l'équipe qui le prend en charge, ni le professionnel qui le prend en charge. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, on a beaucoup de jurisprudence sur ce point-là. On a, par exemple, on a eu des cas de jurisprudence extrêmement intéressants dans lequel un patient avait, par exemple, l'habitude d'être suivi dans un service en particulier par un médecin défini, par une équipe très précise, dans un établissement public de santé. Et on lui disait, mais non, mais le médecin, les gens de l'équipe ne sont pas disponibles. Et le patient disait, non, mais moi, je veux être pris en charge toujours par les mêmes personnes. Et on lui disait, on ne peut pas, mais on vous propose une alternative. Un autre professionnel va vous prendre en charge. Je refuse. Et l'état de santé de ce patient s'est aggravé, parce que là aussi, ça participe aussi au jeu. Et quand ce patient a perdu ici la vue, il a dit, mais j'ai perdu la vue parce que je n'ai pas été pris en charge. Or, vous auriez dû me prendre en charge. Et là, l'établissement de santé dit, mais on vous a proposé des alternatives. Ah oui, mais moi, je m'en fous. Je voulais être pris en charge par le médecin et par l'équipe médicale qui me prend en charge depuis toujours. Et que dit le juge ? Le juge dit, mais vous êtes dans un établissement public. Et pour le bon fonctionnement du service public, vous ne pouvez pas exiger d'être pris en charge par monsieur machin ou madame bidule, par tel professionnel au détriment qu'un autre. C'est le service public qui doit décider, en fonction
de l'organisation du service, et donc vous n'avez aucun droit acquis à être pris en charge par un professionnel de santé plutôt qu'un autre. Telle est la règle qui est posée par le juge. Alors bien évidemment, hein, ici, je parle de la prise en charge dans le cadre d'un établissement de santé et pas, ce qui se voit de plus en plus, d'une prise en charge dans un établissement de santé par un praticien libéral. Vous avez compris, hein? On est tous d'accord. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion et qu'après vous alliez dire « Oui, non, mais c'est bon. » Il n'avait pas dit. Alors, autre question qui m'a été posée, les IPA doivent-ils transmettre le résultat de leurs interventions dans le dossier du patient? Gros sujet. Alors finalement, deux questions qui sous-tendent la première. Quel est le statut juridique de ces résultats et quelles conséquences a cette qualification? Alors vous le savez, je vais aller assez vite sur le sujet. Aujourd'hui, il y a un véritable débat sur les données de santé, sur l'accès à ces données de santé, sur la manière dont on peut y accéder et sur les attentes des patients vis-à-vis de ces données de santé et à qui aussi on peut les diffuser. On a beaucoup de jurisprudence sur ces questions-là. Par exemple, est-ce qu'un médecin doit transmettre le dossier médical de son patient à un médecin expert? Oui ou non? Vraie question. Est-ce que vous, d'ailleurs, si demain un médecin expert mandaté par une assurance, dans le cadre d'une indemnisation, d'un litige, un médecin expert qui vient vous voir et qui vous dit « j'exige tel document que vous avez en votre possession », est-ce que vous êtes obligé ou pas de lui donner? C'est bien, vous savez vous protéger. Oui et non, alors en fait, sinon c'est pas rigolo. Ça dépend. Alors ça dépend d'abord si y a une ordonnance, si le juge a statué, et ça dépend aussi du patient. Si le patient s'y est opposé préalablement, bien sûr que non. Et si le patient y a consenti, bien sûr que oui. Mais, petit conseil d'amis, il faut que ce soit écrit, hein, bien évidemment. Écrit, attesté, devant huissier, non j'exagère, mais il faut que ce soit écrit et que ce soit certain. Il y a donc un vrai débat sur ces données de santé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le juge considère ces données de manière extrêmement large. Autrement dit, moi j'ai souvent vu dans des contentieux et dans des litiges, des professionnels de santé qui me disaient « Oui, mais c'est une petite note que j'ai prise sur un papier volant, qui était à destination de mon confrère, de mon collègue, donc je ne l'ai pas mis dans le dossier médical, en soi c'est un document au sein de l'équipe pour informer, pour donner une petite information sur le patient, donc ça ne fait pas partie des données à transmettre au patient. » Le juge dit ici, il n'y a pas de raison, c'est une donnée de santé, ça concerne l'état de santé du patient, le patient doit être au courant. Même si c'est un post-it, eh bien vous devez le transmettre au patient. Alors bien évidemment, si le patient n'est pas au courant de l'existence de ce post-it, si vous l'avez mis dans la poche, que vous l'avez jeté et que personne n'en fait état, il y a tout bon. Mais si ça se sait, et souvent le patient l'a vu, a vu le post-it posé quelque part, mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus, il me cache des choses, ça peut se retourner contre vous. Donc vous voyez, ça peut aller très loin. Alors il faut que je me dépêche. Donc je vais accélérer et je vous ai donné la réponse de toute façon. Et je vais arriver de suite à la question de la responsabilité, puisque là aussi, ça fait partie des sujets qui vous intéressent. Alors je voulais vous parler d'une vieille affaire qui s'est déroulée à Marseille, qui concerne la responsabilité, mais je n'en ferai rien. Alors la responsabilité médicale et la responsabilité des professionnels de santé, si on doit la résumer assez rapidement, elle se développe très clairement au début du XXe siècle. Et depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, cette responsabilité s'est développée de manière exponentielle. Comme je vous le disais, on a connu plusieurs phases. Première phase, des juges qui disaient non, il faut protéger les acteurs du système de santé, donc les médecins et les paramédicaux. Donc l'idée, c'était de dire, pour que vous puissiez engager la responsabilité d'un professionnel de santé au sens large, il faut qu'il ait commis une faute, mais pas n'importe quelle faute. On parlait de faute grave ou de faute lourde. Donc une faute d'une particulière gravité. Il fallait qu'il y ait eu des négligences incroyables pour pouvoir obtenir la condamnation et l'indemnisation d'un professionnel de santé au sens large. Et puis, on a des juges qui ont commencé à dire, oui, mais quand même, c'est pas très juste parce que les professionnels de santé, eux, sont les sachants et le patient, finalement, est entre les mains de ces sachants. Et donc, il faut indemniser le patient. Quand il subit un dommage, il faut l'indemniser. Et à partir de
des années, on va dire 80, on a eu au contraire une frénésie des juridictions qui a été de considérer de plus en plus fréquemment le patient comme une victime et donc un souci d'indemniser le patient de manière beaucoup plus importante. On est arrivé à des cas assez extrêmes, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, la jurisprudence Perruche, cet enfant qui a obtenu une indemnisation du seul fait d'être né handicapé, alors qu'il n'y avait pas de faute. Bon, il est handicapé, il dit mais moi le seul fait d'être né handicapé, c'est un préjudice. Oui, mais il n'y a pas de faute de médecin. Et la Cour de cassation qui a dit mais même sans faute, c'est pas grave, en effet, vous êtes handicapé, vous avez un préjudice, donc le professionnel de santé doit vous indemniser. Bon. Sauf qu'à l'époque, deuxième problème, c'est l'effet qui se coule, c'est que l'assurance des professionnels de santé n'était pas obligatoire. Bon. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller en termes de responsabilité. Ça veut dire que si vous êtes condamné à indemniser une victime et que vous n'êtes pas assuré, vous vendez la maison, la voiture, vos enfants, s'ils ont une valeur marchande, le chien, enfin tout ce que vous avez, pour essayer d'indemniser la victime. Donc vous voyez que ça peut aller très loin. L'autre règle et l'autre tendance qui s'est développée, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, donc je n'ai pas besoin de trop insister dessus, c'est qu'il y a finalement deux visions des choses. Vous avez d'abord une vision qui est rattachée à l'indemnisation dans le cadre privé, dans le cadre du contrat, et une seconde vision dans le cadre du service public. Autrement dit, si vous êtes agent du service public, en toute hypothèse, c'est l'établissement public qui va devoir indemniser la victime. Attention, là aussi, une exception. Ce principe vaut dans le cadre de ce qu'on appelle les fautes de service. Autrement dit, si vous avez agi dans le cadre normal de votre activité, si vous avez commis une faute que le juge considère comme détachable de vos fonctions, par exemple, vous êtes un peu kleptomane, vous avez volé le patient, c'est possible, ça existe. Dans la vraie vie, ça existe. Et bien là, ce sera votre faute personnelle qui sera engagée, bien évidemment. Encore que, le juge aime bien rattacher un maximum de fautes à la faute de service. Alors pourquoi est-ce qu'il aime bien faire ça, le juge ? C'est parce qu'au moins il est sûr que l'hôpital va indemniser la victime. Donc lui, il aime bien, même quand il y a des actes qui sont pénalement répréhensibles, le juge va dire « Ouais, mais peut-être c'est une faute de service, donc c'est l'hôpital qui va indemniser. » Sauf que derrière, l'hôpital, et tous les établissements publics le font, va se retourner contre le professionnel de santé. On appelle ça, je vais utiliser un jargon un peu technique, une action récursoire. Ça veut dire qu'on va pouvoir se retourner contre le professionnel. En revanche, toutes les fautes qui sont commises dans le cadre d'un exercice libéral engagent la responsabilité du praticien, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, et ici, on a une possibilité de cumuler des fautes et donc de cumuler la responsabilité. Je vous donne un exemple. Interviennent successivement un médecin, un pharmacien, un infirmier. Eh bien, le juge va essayer de déterminer le pourcentage de responsabilité de chacun pour déterminer combien chacun va devoir indemniser. Alors jusqu'à présent, et là c'est assez intéressant, jusqu'à présent, très clairement, les plus gros payeurs, quand il y avait cette histoire de cumul de responsabilité, c'était le médecin et le pharmacien. Ce qui payait le plus, en général, les infirmiers ont considéré qu'ils devaient un peu moins payer. Mais désormais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les nouvelles fonctions qui sont les vôtres, il est probable que la donne change légèrement, au moins dans l'esprit du juge. Parce que va faire le juge ? Il va voir quelles sont les missions effectives de chacun, à quel point il est lié aux missions des précédentes, et ensuite, à travers une expertise, eh bien, il va essayer de faire une cote, qui est souvent une cote un peu mal taillée d'ailleurs, un pourcentage. Alors par exemple, dans les affaires que j'ai en tête, on était souvent sur du 50% pour le pharmacien, 40% pour le médecin, et le reste à charge, sans mauvais jeu de mots, pour les infirmiers. Donc vous voyez, ça restait quand même relativement accessoire. Mais les tendances et les cas que l'on commence à voir aujourd'hui, dans lesquels il y a plusieurs intervenants et donc un cumul de responsabilités, très clairement modifient le curseur, et notamment quand il s'agit d'IPA, qui voient leur responsabilité engagée, eh bien le curseur se décale et donc la responsabilité des IPA est forcément et mécaniquement de plus en plus souvent engagée et de manière de plus en plus importante.
J'en ai donc terminé, et si vous avez des questions, bien évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, une question. Je trouve que ce qui est très difficile, et notamment en ce qui nous concerne, nous, IPA, en termes de cadre juridique, c'est bien sûr la hiérarchisation des lois, des textes de loi et aussi du cadre réglementaire. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure du consentement du patient, avec par exemple dans le service public l'impossibilité de choisir son professionnel, sauf que nous, il est précisé dans notre décret, donc dans notre cadre réglementaire, que le patient a le droit de refuser l'intervention d'une IPA dans son parcours. Donc, si la loi, bien au-dessus, empêche de choisir le professionnel qui s'occupe de soi, est-ce que déjà d'une, le législateur avait le droit de laisser marquer ça dans notre décret, ou est-ce que c'est le décret qui est applicatif de la loi qui prend le pas dans ce cadre juridique, dans ce contexte-là? Ça, c'est ma question. Et j'ai juste une remarque. Il y a des assurances qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient, au regard, alors en France c'est un peu tôt, mais au regard de leurs études du contexte de pratique avancée dans le monde, ils considèrent que nous sommes pour l'instant une profession à sous-risque assurantiel, c'est-à-dire qu'on sécurise les parcours de soins des patients et que du coup ils proposent par exemple de baisser les cotisations des équipes de soins qui auraient engagé des IPA parce qu'ils considèrent qu'il y a moins d'accidents quand il y a des IPA dans le parcours de soins des patients. Alors, je vais répondre à cette première question. D'abord, est-ce que la loi s'impose au décret? Très clairement, oui. Il n'y a pas de sujet. Deuxièmement, pourquoi, du coup, est-ce que on maintient ce décret? Plusieurs possibilités. Soit parce qu'il n'y a pas eu de contentieux, tout à fait possible. Il n'y a pas eu de recours, il n'y a pas eu de cas d'espèce qui posait cette question-là particulière au juge, parce que le juge est confronté à des contentieux, mais si on ne lui pose pas cette question-là, le juge s'en tient aux questions qui lui sont posées. Donc voilà, c'est très concrètement, ça ne peut pas s'appliquer le patient qui a le droit de refuser la prise en charge d'un IPA. Alors, dans le public. Dans le public, on va considérer que ce qui prime toujours, c'est le bon fonctionnement du service. Donc si ça rentre dans le cadre du bon fonctionnement du service, qu'il y ait une prise en charge par les IPA, il doit y avoir une prise en charge par les IPA. Point barre. Sur la question du risque assurantiel, alors je ne suis pas surpris, mais j'ai une petite précision à apporter. D'abord, vous avez tout à fait raison, l'idée d'un assureur, l'assureur ne raisonne pas qu'en termes de responsabilité juridique, il raisonne dans la globalité. Donc lui, il va raisonner au regard de la prise en charge générale. Donc s'il considère qu'en général, l'IPA constitue une plus-value en termes de risque assurantiel, et que donc comme il y a un nouvel acteur qui va sécuriser le parcours de soins, par exemple, ce qui est le cas, eh bien ça réduit les risques et donc ça réduit mécaniquement le jeu des indemnisations. Donc bien évidemment, il a tout intérêt à ce qu'il y ait plus d'IPA qui participent à l'acte de soins et à la prise en charge. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, cette logique assurantielle est vraie encore aujourd'hui. Le fait que les IPA, pour l'instant, voient quand même très peu leur responsabilité engagée. D'abord parce que vous n'êtes pas légion, on va se dire les choses très clairement. Donc quantitativement, par rapport à la masse de contentieux, vous représentez pas grand-chose. Et deuxièmement, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est généralement pas les infirmiers et les IPA qu'on va rechercher en premier. C'est pas encore la logique juridique, en tout cas dans notre pays. Dans notre pays, le premier réflexe, c'est d'aller chercher la responsabilité du médecin, très clairement. Pharmacien, si on aime bien le pharmacien, mais très clairement, médecin ou pharmacien. Ce qui veut donc dire que pour l'instant, en effet, dans la conjoncture actuelle, on en est plutôt là. Néanmoins, on commence à voir de plus en plus fréquemment des juges, ce que je vous disais tout à l'heure, qui découvrent aussi les IPA, qui découvrent leur rôle, qui découvrent leurs compétences, qui sont plus élargies que des infirmiers lambda, et qui donc disent, mais attendez, il n'y a pas de raison. Nouvelle compétence, nouvelle mission, il faut qu'ils payent, eux aussi. Donc il y a aussi une dynamique qui commence à s'enclencher dans ce sens-là. Donc pour l'instant, on n'en voit pas encore les effets, mais il est probable que dans quelques années, on le voit. Voilà. Et sans être alarmiste, mais c'est un fait. Moi, j'ai juste une demande de confirmation, parce que aussi dans le monde de la santé, il y a le public, le privé, puis il y a l'entre-deux. Et donc les CLCC sont des établissements privés à mission de service public. Il
vous confirmez bien que c'est la mission de service public qui prévaut. Et on ne relève pas de la jurisprudence administrative qui va jusqu'au Conseil d'État, mais on relève bien de la Cour de cassation. Mais du coup, tout cet arsenal juridique interprète au regard de sa culture privée ou au regard de la mission de service public ? Bon, alors elle n'est pas évidente la question, mais c'est pour clarifier. Vous avez tout à fait raison. Alors c'est ce que j'ai appelé de manière très mignonne dans l'ouvrage qu'on rédige en droit hospitalier, les situations complexes. Vous avez raison, il y a plein de situations comme ça en fait qui sont très compliquées en matière de santé publique. C'est en effet dans le cas que vous citez, c'est la Cour de cassation qui a eu une compétence historique d'ailleurs. Non, la Cour de cassation juge les litiges à l'aune de ses compétences et de sa propre vision. Pour la Cour de cassation, les missions de service public, c'est quelque chose de très étrange. Vous voyez, c'est un peu le cosmonaute tout à l'heure qui regardait au loin. C'est à peu près ça. Ce qui pose d'ailleurs de vrais problèmes, et là c'est le professionnel qui vous parle, quand on a des patients qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, moi je sors de l'hôpital, de la PHP, de la PHM, n'importe où, et vous voyez, l'opération s'est mal passée, j'ai des dommages, j'ai eu des ITT, bref, il vient avec son dossier médical, je demande 2 millions. Non, pas possible. Vous n'aurez pas 2 millions. Hein. Si vous avez 15 000 euros, c'est le bout du monde. Donc là, d'abord, le premier réflexe du patient, c'est de dire vous êtes nul. Sympa. Il va faire le tour un peu des confrères et puis après, il revient. Il dit bon, finalement, on va quand même partir. On va essayer de gratter un petit peu. Mais souvent, les gens ont ce réflexe de dire je demande autant parce que je sais que c'est arrivé à un voisin ou parce que je suis allé googliser et je sais que le juge judiciaire, lui, il donne beaucoup d'argent. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi il y a un décalage d'indemnité entre le juge administratif, par exemple, sur un même dommage, et le juge judiciaire et la Cour de cassation. Alors, on a essayé d'harmoniser un petit peu les indemnisations. Vous avez peut-être tous entendu parler des nomenclatures, notamment d'Antillac. En fait, on a essayé de faire des barèmes. Grosso modo, on fait des barèmes et on dit, voilà, le juge, quand il y a tel type de dommage, eh bien, vous devez donner 10 000 euros au patient. Si c'est tel autre type de dommage, c'est 15 000. Quand c'est un enfant qui est né handicapé, c'est beaucoup plus d'argent parce qu'il va falloir avoir un logement qui soit adapté, il va falloir une voiture, il va falloir l'accompagner, Et donc, en fait, on fait des additions comme ça au regard de tous les chefs de préjudice. Et l'idée, c'était de dire, on fait la même chose devant le juge judiciaire et devant le juge administratif parce que sinon, c'est pas très juste pour les gens, en fait. Sauf que les juges ont aussi leurs égos. Certains juges refusent d'appliquer cette nomenclature d'Antillac. Et notamment le Conseil d'État a refusé pendant longtemps, alors il y vient maintenant gentiment, mais il a refusé de le faire. Donc on a de grosses différences. Toute la matinée, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant.